Bonjour Monsieur le Ministre, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui au siège du ministère de l'Investissement, du Développement et de la Coopération internationale. Comme prévu, notre interview sera articulée sur les résultats et les attentes de la conférence internationale sur l'investissement qui s'est déroulée à Tunis il y a une semaine. Donc pour commencer, maintenant à froid, comment vous pouvez évaluer les résultats de cette conférence qui a été jugée d'un exploit ? Merci tout d'abord d'être venu à Tunis pour recueillir ces informations concernant la Tunisie. Pour répondre à la question de la réussite ou non de la conférence, je pense qu'aujourd'hui c'est acquis que la conférence a été une réussite. Une réussite à plusieurs niveaux. Tout d'abord la réussite au niveau des invités qui sont venus. Les invités que nous avons eus à Tunis pendant 2 jours sont issus de divers horizons. Nous avons eu des établissements financiers internationaux, nous avons eu des multilatéraux, des bilatéraux, nous avons eu aussi le secteur privé international, mais aussi le secteur privé local, auquel s'ajoute bien sûr la présence des États. Et vous avez vu lors de la séance plénière, des annonces ont été faites par tous ces partenaires de la Tunisie qui sont venus en masse pour apporter le support économique à cette transition politique. Ensuite, au niveau logistique, ça s'est plutôt bien passé, et à l'arrivée, au niveau de la levée de fonds, nous avons pu avoir des commitments de 34 milliards de dinars tunisiens que nous avons présentés à la population et aux médias en mettant ce qui a été signé, qui est de l'ordre de 15 milliards, et ce qui a été promis, qui est le reliquat. Mais concrètement, Monsieur le Ministre, comment un Tunisien modeste, aujourd'hui de Sidi Bouzid ou de Jandoub ou de Kasserine, va-t-il bénéficier concrètement de ces fonds qui ont été mobilisés ? La réponse est assez simple. En fait, nous avons un plan quinquennal qui s'étale sur l'année 2016 jusqu'à l'année 2020. Et dans ce plan quinquennal, le gouvernement tunisien a bien sûr présenté des projets structurants. C'est des projets généralement d'infrastructures, ça peut être des routes, des autoroutes, des ponts, des hôpitaux, etc. Tout ce qu'un État devrait faire pour faciliter ou améliorer le climat des affaires. Et donc à tous ces projets que nous avons présentés, nous avons trouvé des financements qui sont sur une durée assez longue. Nous avons trouvé de l'argent à 25 ans, à 30 ans, nous avons même trouvé de l'argent à 40 ans. Nous avons trouvé cet argent-là avec des possibilités de délai de grâce qui peuvent s'étaler de 7 à 10 ans. Nous avons trouvé cet argent entre grosso modo 1% et 2% en taux d'intérêt. Et donc, grâce à ces financements, nous allons nous-mêmes, en tant que ministère de l'Investissement, mettre le bridge entre le projet et le financement pour entamer le plus tôt possible ces investissements que la population tunisienne, que le citoyen tunisien, comme vous venez de le dire, va voir effectivement de visu les travaux commencer sur des projets d'infrastructure importants pour nous. Donc on peut dire que l'opération séduction a été faite d'une manière avec succès, disons. Mais maintenant, votre département, que va-t-il présenter à ses investisseurs en termes de facilitation administrative ou législative, disons Tout d'abord, l'opération séduction a peut-être sans doute eu lieu, mais au-delà de la séduction, pendant le roadshow, nous avons été beaucoup plus factuels sur la situation de la Tunisie. Je souhaiterais rappeler aux gens qui vont nous regarder que la Tunisie, pendant 5 ans, a eu une transition politique difficile, compliquée. Elle a fini par la faire, et nous sommes aujourd'hui contents d'être dans un pays démocratique, dans un pays où la liberté d'expression ainsi que les libertés individuelles sont défendues. Nous sommes heureux de dire que cette transition politique s'est terminée. Nous sommes aujourd'hui dans un gouvernement d'union nationale qui est soutenu par 6 partis politiques, qui est aussi soutenu par des organisations nationales très connues, telles que l'UGTT et l'UTICA et l'UTAP. Et à l'arrivée, ce que nous sommes en train de dire à nos partenaires, c'est qu'aujourd'hui, la Tunisie a besoin, pour consolider cette démocratie, d'avoir une croissance, cette fois une croissance plus forte et plus inclusive. Maintenant, comment nous allons faire pour accélérer les investissements en Tunisie? Effectivement, vous en avez parlé. Un des premiers projets de loi qui a été envoyé par notre gouvernement au Parlement, c'est la fameuse loi d'urgence économique, qui est une loi qui est bâtie sur 2 grandes idées, le one-stop shop et le fast track. Du moment où nous considérons qu'un projet a une priorité nationale, ce projet-là va avoir un seul vis-à-vis, un seul interlocuteur pour négocier les avantages fiscaux, les primes à l'investissement, le lieu
le lieu d'implantation du projet, etc. Mais aussi d'avoir un fast track parce que, comme vous le savez sans doute mieux que moi, un investisseur étranger ou même local, d'ailleurs quand il vient dans un pays, il est obligé d'avoir un timetable, de savoir quand est-ce qu'il démarre effectivement. Donc charge à nous d'être organisés pour être capable de lui donner les milestones sur lesquels il va s'installer. Et pour la question du suivi des promesses faites lors de cette conférence, nous avons entendu qu'il y aura une cellule chargée du suivi, mais elle sera sous la tutelle de la présidence du gouvernement. Est-ce vrai ou quel est votre rôle, le rôle de votre département? De toute façon, qu'elle soit sous la tutelle du chef du gouvernement, c'est normal, c'est la locomotive du gouvernement. Techniquement, il y aura, je pense, deux suivis. Il y aura un suivi au niveau de notre ministère, au niveau des sujets, des projets et des relations avec les multilatéraux et les bilatéraux. Il y aura aussi une autre commission de suivi qui sera logée au niveau du ministère des Affaires étrangères. Le tout, bien sûr, à l'arrivée, viendrait vers le Premier ministre, vers le chef du gouvernement, qui, bien sûr, nous sommes comptables vis-à-vis de lui, de la réussite ou non du suivi de cette... Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des annonces ou d'annoncer un chiffre, il faut faire l'implementation. L'implementation, c'est le plus important, c'est comment présenter les projets le plus vite possible, les projets publics notamment, comment trouver les bilatéraux et comment s'arranger pour que les travaux commencent le plus tôt possible. Et comment va être la coopération entre tous les ministères concernant le suivi de ces... Vous savez, nous sommes dans un gouvernement d'union nationale. Chacun assume ses responsabilités. Nous sommes là pour faire réussir économiquement ou l'étape économique de la Tunisie, parce qu'avant nous, d'autres gouvernements ont pu faire réussir à la Tunisie la transition politique qui a été compliquée et difficile. Que ce soit le ministère des Affaires étrangères ou le nôtre, nous sommes au service de ce gouvernement. Bien sûr, le monitoring général pourrait se faire au niveau du chef du gouvernement et c'est tout à fait normal. Ça se passe comme ça partout dans le monde, de toute façon. Donc venons-en à l'autre face de la conférence. Certains pensent que vous n'avez pas réussi à attirer le marché scandinave, le marché russe, disant que la participation de la Russie à cette conférence était un peu timide. Il y a eu même d'autres qui ont dit qu'il n'y a pas eu de présence nord-américaine importante, d'autres qui ont dit qu'il n'y a pas eu de présence de pays du Golfe importante. On peut dire que vous avez focalisé sur les marchés classiques, disons? Pas du tout, pas du tout. De toute façon, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par représentation. Il y a des représentations politiques qui n'étaient pas peut-être au niveau équivalent entre les pays, mais ce que je peux vous dire, c'est que des entreprises importantes d'Asie sont venues, des entreprises américaines très importantes sont venues, alors que l'administration américaine est en train de changer. Nous avons eu une présence très importante de délégations d'entreprises nordiques qui sont venues en Tunisie. Vous savez, cette conférence a sans doute une ceinture politique très importante. Mais le plus important, c'était d'avoir des agents économiques, des décideurs économiques qui allaient venir en Tunisie, voir qu'il y a un réel changement au niveau de la manière de conduire les changements économiques. Et je pense qu'ils l'ont constaté. Et je pense que c'était une sorte de kick-off pour nous, pour démarrer une reprise de l'image de la Tunisie comme un pays destinataire pouvant accepter l'investissement étranger en étant un site extrêmement compétitif en Afrique du Nord. Donc certains autres observateurs ont qualifié cette conférence de mendicité, la conférence de mendicité. D'ailleurs, un quotidien français a titré son article concernant cette conférence. Il a dit que c'est une pluie de dollars et d'euros qui s'abat sur la Tunisie. Quelle est votre réponse ? Bon, dire que c'est une pluie de dollars et d'euros qui s'abat sur la Tunisie ne veut pas dire nécessairement de la mendicité. Il n'a jamais été question de mendicité. La Tunisie est un pays souverain depuis 60 ans. La Tunisie n'a pas demandé des dons, elle a demandé simplement d'avoir des investissements étrangers. La Tunisie n'a pas demandé de dons, a demandé des appuis budgétaires dans une situation assez compliquée de nos finances publiques, a demandé aussi de trouver les financements adéquats à des projets d'infrastructure qui demandent des financements d'assez long terme dans des conditions de taux acceptables, ce que nous avons pu obtenir. Et nous avons expliqué que la réussite, quelque part aussi, de la Tunisie, c'est aussi la réussite de l'Europe et la réussite d'un modèle économique et d'un modèle démocratique. Et nous avons insisté beaucoup auprès de nos partenaires européens pour dire que quand la Tunisie défend ses frontières du Sud, quelque part, elle défend aussi les frontières du Sud européen.
Donc Tunisie à 2020 ne va pas approfondir la spirale de l'endettement en Tunisie, surtout que des fonds ont été mobilisés sous forme de prêts, même si avec des privilèges, mais ce sont des prêts, monsieur le ministre. Ce sont effectivement des prêts. Est-ce qu'on peut parler de spirale de dette? Je ne pense pas que ce soit propre. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est une dette qui a doublé en montant. Elle était de 25 milliards de dinars, elle est à 55 milliards de dinars. Elle représente aujourd'hui 62% de notre PIB. Elle reste cependant soutenable et de toutes les manières. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si nous voulons avoir des projets d'infrastructures structurants, on ne peut pas le faire autrement qu'à travers une dette longue, négociée, avec des périodes de grâce, ce que nous avons essayé de faire pour relancer l'économie nationale. D'accord, donc on va fermer le dossier de Tunisie à 2020 pour... Je pense que c'était clair. Donc pour ouvrir le dossier de l'investissement et de la réalité de l'investissement en Tunisie. Donc est-ce que vous avez des chiffres à présenter ou des projets qui sont en cours d'exécution sous la tutelle de votre ministère? Nous avons chaque matin des projets à présenter, des projets à financer. Notre ministère est un ministère... Laissez-moi terminer ma réponse. Donc ce que je disais, c'est chaque matin, nous sommes sur des étapes. Il y a des projets qui nous sont présentés par les ministères techniques, nous cherchons le financement, nous trouvons les financements et nous mettons en exécution ensuite les projets. Donc nous avons plusieurs projets en plusieurs phases. Il y a des projets qui sont dans la phase d'études, il y a des projets qui sont en phase de levée de fonds, il y a des projets effectivement qui sont en phase d'exécution. Nous avons l'autoroute du Sud, nous avons le pont qui va se faire à Bizerte, nous avons des hôpitaux régionaux que nous allons commencer à financer. Donc c'est une dynamique vertueuse auquel on souhaiterait passer après 5 années au cours desquelles nous avons totalement disparu des radars, que ce soit de l'investissement étranger ou même au niveau de l'investissement local. Il y a eu un sursaut la semaine dernière avec des investisseurs locaux qui grâce à une première à une demande faite par le président de la République. Oui, je vais en venir, oui. L'initiative présidentielle. Voilà, le président avait reçu la veille de la tenue de la conférence Tunisie à 2020 quelques hommes d'affaires et quelques investisseurs locaux tunisiens. Est-ce que la Tunisie peut compter aujourd'hui sur ces hommes d'affaires? Je pense que non seulement elle peut, mais elle devrait compter sur ces investisseurs. Quel message vous pouvez transmettre aux hommes d'affaires? De toute façon, les capitaines d'industrie, moi je n'aime pas beaucoup le terme homme d'affaires, donc je vais utiliser le terme entrepreneur ou investisseur ou capitaine d'industrie. Homme d'affaires, on ne sait pas où est la frontière effectivement Enfin, en tout état de cause, ces capitaines d'industrie locaux sont venus effectivement en masse, ont promis des montants considérables pour la Tunisie, pour précisément essayer de faire des investissements structurants dans les parties les plus reculées du pays, notamment les parties intérieures du nord-ouest, du centre-ouest et du sud. Et je pense que c'est un excellent signal qui est donné à la veille de la conférence, parce qu'un investisseur étranger a besoin aussi de savoir que l'investisseur local est prêt à investir dans son pays. Donc une question sur les hommes d'affaires, où vous n'aimez pas le terme, sur les investisseurs liés à l'ancien régime, le régime de Ben Ali. Peuvent-ils représenter une solution pour promouvoir l'investissement en Tunisie aujourd'hui? Je ne sais pas quelle est la définition que vous faites d'un investisseur ou d'un capitaine d'industrie proche ou près de Ben Ali. Nous avons tous vécu dans ce pays pendant 23 ans. Certains d'entre eux ont bénéficié de certains privilèges de la part de la famille de Ben Ali, disons. Certains d'entre eux sont aujourd'hui en prison. J'évoque l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, après la chute du régime de Hitler, a proposé la grâce à ses investisseurs en contrepartie d'investissement pour la patrie. De toute façon, il y a eu une initiative du président de la République dans ce sens, pas exactement sur le modèle allemand, mais dans un modèle de réconciliation nationale. Moi-même, je suis tout à fait à l'aise avec cette idée de réconciliation nationale. Maintenant, il y a des affaires devant la justice. Aujourd'hui, nous sommes une démocratie. Je représente l'exécutif et je n'ai pas de commentaires à amener sur des affaires judiciaires ou qui sont devant les tribunaux. Donc, le budget de l'État concernant l'exercice 2017 est prévu pour 32 milliards de dinars tunisiens.
la part consacrée à l'investissement public sera-t-elle suffisante? En tous les cas, je ne sais pas si elle est suffisante. Je pense que dans un pays en voie de développement, plus nous mettons de montants pour l'investissement en développement, mieux c'est. Je ne sais pas si c'est suffisant. Je dirais peut-être que ça resterait toujours en deçà de nos espérances, mais sachez que ce montant est supérieur au montant de l'année d'avant. C'est dans une conjoncture aussi difficile. Mettre un montant plus important, c'est déjà ça. Nous avons mis plus que 6 milliards de dinars dans le titre 2 de l'État. On sent aujourd'hui en Tunisie qu'il y a une tendance à la privatisation des entreprises nationales, disons. Oui. D'ailleurs, quelques rapports médiatiques, quelques déclarations aussi médiatiques l'évoquent. Entre les déclarations médiatiques et la réalité des choses, quelle est factuellement, est-ce que vous avez vu une société qui a été privatisée? Pas maintenant, mais peut-être qu'il y a, c'est une question, peut-être qu'il y a une tendance à privatiser, disons, Tunisair par exemple, ou l'Esteg. De toute façon, privatiser et nationaliser, je pense que ces thématiques sont dépassées. Disons que la grande conclusion à laquelle nous arrivons, l'État est un mauvais manager. L'État devrait être beaucoup plus présent sur la pression fiscale et sur la collecte de la fiscalité, devrait être beaucoup plus présent dans la redistribution sociale, devrait faire des choses structurantes pour son économie, notamment les travaux d'infrastructures lourdes, et devrait, à mon sens, laisser des sociétés prospérer en dehors de son périmètre. Maintenant, même quand on dit privatiser, il faut que tout le monde sache que la Tunisie n'est pas prête à privatiser sans être social concern. Même si nous allons demain prendre peut-être la décision de privatiser des entreprises publiques, la priorité des priorités, ça serait le traitement des employés, des cadres qui sont dans l'entreprise publique. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est plus un secret, les entreprises publiques sont en grosse difficulté en Tunisie. Donc clairement, c'est quoi votre position? J'ai pas compris. La position serait à terme de prendre case by case. Il n'y a pas une politique qui devrait s'appliquer à tout, dans tous les domaines. Vous n'êtes pas contre? Je suis sans doute pas contre. Okay. Une question avec un aspect politique concernant la solidarité entre l'équipe ministérielle de Youssouf Chait. Aujourd'hui, votre coéquipier du ministère de l'Éducation vit en conflit avec les partis syndicales. Quel est votre soutien? Quel est le soutien que vous pouvez apporter à votre coéquipier? Je ne sais pas quel est le soutien que je devrais apporter à mon collègue. Tout d'abord, Oui, bien sûr. Je pense que le chef du gouvernement a été très clair dès les premiers jours de notre investiture. Il a beaucoup insisté sur la solidarité gouvernementale. Je pense que jusqu'à maintenant, personne n'a failli à cette recommandation très lourde de notre chef du gouvernement. Ensuite, Sinej Jaloul sait à quel point il a toute ma sympathie, tout mon apport. Naturellement, je ne peux pas faire au-delà de ça. Il est réellement à la tête d'un ministère très important en Tunisie, parce que c'était pendant longtemps le ministère qui bénéficiait quasiment des budgets les plus importants pendant de longues années. Et c'est un énorme ministère qui gère beaucoup de problèmes depuis toujours. Et je pense que Sinej n'a pas à tout donner pour ce ministère, à essayer de tout faire. Maintenant, s'il y a des conflits ou s'il y a des problèmes avec les syndicats, je pense qu'à terme, ça va être dépassé, sachant que Sinej lui-même était syndicaliste. Oui. Donc, quel est votre message? Le message que vous pouvez transmettre? Le message, c'est un message d'espoir. La situation est compliquée. Les jeunes entrepreneurs tunisiens, surtout. Ah, d'accord, pour les jeunes entrepreneurs tunisiens. Je dirais que le pays est sur le bon chemin. On devrait être très fiers de ce que nous avons fait sur les 5 dernières années. On devrait croire réellement dans nos moyens et dans nos capacités, parce que la Tunisie est rentrée un peu dans une sorte de psychose et de névrose, d'autoflagellation. Il faudrait dépasser cette situation psychologique, et le 2020 a permis peut-être pendant 48 heures d'avoir ce déclic psychologique, de recommencer à croire dans cette Tunisie qui est un pays extraordinaire, qui a été le plus grand exportateur, qui a fait tellement de choses au courant de ces 5 dernières années.
être patient, c'est ma deuxième recommandation, parce que rien ne se réglera en quelques jours ou en quelques années, et croire que le meilleur est devant nous, qu'on a évité le pire plusieurs fois, et que le meilleur incontestablement reste devant nous. Donc je reste extrêmement optimiste concernant mon pays. Merci beaucoup. Un mot pour la fin, Monsieur le Ministre. Le seul mot, c'est garder espoir et savoir que nous sommes un pays qui peut s'en sortir, que notre destin est entre nos mains, et que incontestablement, c'est ma conviction personnelle, le meilleur est devant nous.